Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons Alpha Nuri. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir Alpha. Bonsoir Priscilla. Tu es fondateur de Jama Founding. Exactement. Une plateforme de crowdfunding et de crowdtiming. Tout à fait. Première question, ça. Parce que je ne comprends pas forcément la différence entre crowdtiming et crowdfunding. Oui. Tu peux nous expliquer? Oui, avec plaisir. Le crowdfunding, c'est une manière de pouvoir récolter de l'argent pour des projets qui ont des besoins de financement, qui soient dans le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture, la culture. Ça a été développé il y a plus de 10 ans aux États-Unis et c'est arrivé il y a 5-6 ans en Europe et ça s'est développé progressivement comme un nouveau moyen de financement. Mais quelle est la différence réelle entre donner de son temps, crowdtiming, et donner de l'argent? C'est tout simplement qu'on s'est rendu compte que sur les projets en Afrique, essentiellement, les gens avaient besoin de plus que juste de l'argent, mais d'un réel accompagnement, d'un mentorat ou d'une aide sur le business plan, l'état comptable, ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que coupler le financement avec un mécénat de compétences était une solution beaucoup plus efficace pour les accompagner sur le long terme en tout cas. Alors les projets que l'on trouve sur votre plateforme sont uniquement à but social ou humanitaire, enfin c'est pas des financements de projets de tout type? Non, c'est vraiment un gros focus sur tout ce qui est social ou tout ce qui va avoir un impact social. Un impact direct sur des populations, que ce soit sur la construction d'écoles, d'orphelinats, accès à l'eau, accès à l'électricité, uniquement sur le continent africain. Ah d'accord, donc Jama Founding, c'est uniquement destiné à porter des projets, à soutien des projets qui sont africains. Exactement. Enfin, qui sont situés sur le continent. Exactement. Et tu as des exemples de start-up que vous auriez aidé Oui, il y en a plusieurs. Il y a de belles histoires, il y en a de moins belles également. Donc je ne sais pas par laquelle vous... Plutôt par les belles histoires, c'est pas positif. D'accord. On a aidé un projet qui s'appelle la ferme Ecoland. L'idée était de pouvoir mettre en place une ferme où des jeunes qui n'ont pas de formation particulière ou de background ou même d'expérience pro puissent être formés pendant 3-4 mois gratuitement à un métier en particulier de la ferme et qu'à la fin des 3 mois, ils puissent exercer dans d'autres fermes ou être recrutés par la ferme, sachant que tout ce qu'ils allaient produire sur ces 3 mois allait appartenir à la ferme. C'est un moyen de compenser en fait. Et alors, du coup, oui. Tout le monde peut en fait proposer un projet, c'est-à-dire aussi bien des particuliers qui ont un projet, une idée, ou c'est uniquement déjà des associations, des ONG, ou tout le monde peut avoir accès? Tout le monde peut proposer un projet, il faut juste que le projet respecte un minimum d'éthique. Bien sûr. Puisqu'on a déjà eu des projets qui sortaient un peu du cadre que nous avions défini. Par exemple? On a déjà reçu des projets qui rentraient dans la partie jeu d'argent, sexe, ainsi de suite. Oui, du coup, on a... Oui. Et bon, pour vraiment comprendre l'idée et le fonctionnement, en court et en clair. C'est tout simple. Une personne a un projet dans n'importe quelle zone en Afrique. Elle va pouvoir remplir un formulaire, dire pourquoi ce projet, quel est le contexte, quel est le besoin, quelle est l'équipe qui travaille autour de ce projet-là. Nous allons recevoir le projet, les équipes vont l'étudier, voir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et ensuite, le projet est validé et la campagne commence. Vous êtes combien au sein de Jama Founding? On est une dizaine avec 6 personnes à Dakar et 4 personnes à Paris. Et toi-même, tu es de quelle origine? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord, d'où... Exactement, oui, 6 personnes à Dakar, oui. D'accord. Et alors en France, je crois qu'il n'y a pas encore de plateforme vraiment concurrente qui soit vraiment spécialisée dans ce domaine en fait social. Oui, sur la partie time funding, on est sur un modèle en tant qu'entreprise sociale qui consiste à ne pas prendre de l'argent à ceux qui ont des besoins. Et au contraire, c'est lorsqu'on va travailler avec des groupes comme la Banque mondiale, l'OIF ou autres, où on va pouvoir facturer certains services. Mais l'idée est de le rendre accessible au maximum de personnes. Et c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas de plateforme qui offre ce service-là gratuitement en tout cas. C'est pour ça qu'en 2015, tu ou vous avez souhaité de créer cette plateforme-là? Exactement, puisque ce constat en fait. Je travaille essentiellement avec des gens de la diaspora et le constat était le même partout. Il y a un manque d'accompagnement, un manque de visibilité, un manque de financement et l'idée était de pouvoir mettre en place une plateforme qui allait aider à voir pas mal de projets réussir ou voir le jour. Et quels sont les défis auxquels les startups naissantes font face? Le premier, c'est la visibilité. Tout
Tout simplement avoir accès à un marché, avoir accès à des premiers clients, avoir des contrats avec des entreprises. C'est surtout lorsque pas mal de projets étaient portés par des gens de la diaspora, donc des gens qui ne sont pas forcément des locaux. Et du coup, il leur manquait des fois l'expérience ou la connaissance du terrain. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on essaie de les mettre en relation avec des incubateurs locaux ou des entrepreneurs locaux, ainsi de suite, histoire qu'ils aient les vraies données sur leur marché. Quels sont les types de défis, du coup, j'imagine culturels, oui, pour le retour de la diaspora, le phénomène des réponses? Oui, le premier est culturel et en même temps, il est à différents niveaux. C'est-à-dire que même pour les locaux, ça fait plus de 60 ans qu'ils commencent à avoir ceux qui sont allés en Europe, qui reviennent, ainsi de suite. Et des fois, les comportements ou la perception des comportements peut changer, ou même les habitudes, les modes de vie sont complètement différents pour des personnes qui n'ont connu, exactement, qui n'ont connu que la France. Revenir au Sénégal, s'intégrer, ainsi de suite, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on en voit de plus en plus, on a de plus en plus de success stories où les gens comprennent qu'il y a vraiment quelque chose à faire et un lien qui est toujours présent entre des gens qui n'auraient jamais connu le Sénégal par exemple et qui y vont pour la première fois et les locaux. Donc c'est pas nécessairement des Sénégalais qui retournent, enfin des personnes d'origine sénégalaise qui souhaitent retourner sur leur terre d'origine? Non, du tout, on a dans tous les pays même. C'est le même phénomène qu'on a aux États-Unis où les gens sont à la recherche aussi de leurs origines, de leur famille, ou ont besoin de renouer avec cette culture qui est africaine pour le coup. Et défis financiers également peut-être? Oui, même si l'avantage pour ceux qui entreprennent à partir d'ici, c'est que beaucoup de structures existent pour les accompagner, des incubateurs, des hubs ou des structures gouvernementales. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui sont en local, l'accès au financement est un gros défi. Et c'est assez incroyable en fait parce qu'on peut soutenir un projet en allant sur votre plateforme en 5 minutes, choisir le pays. J'ai vu qu'il y avait aussi l'Inde. Exactement. En Inde. J'ai vu, je crois, un projet aussi en France. Oui. Et en fait, en 5 minutes, on choisit le projet, on peut s'associer ou financièrement ou avec de l'aide directe. Oui. Et en fait, c'est un gain de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider, mais qui ne savent pas forcément comment le faire ou se diriger. Donc finalement, c'est très pratique. Il faut aller sur www.jama avec 2a.founding.com et on choisit le projet, on regarde. Exactement. C'est exactement ça. On a essayé de le rendre le plus simple possible. Et pour les diasporans qui des fois veulent monter un business, pas forcément en Afrique, mais aux États-Unis, en Inde ou dans d'autres pays, même ceux-là, on essaie de les aider au mieux. Et il y a un accompagnement sur combien de mois? L'idée est que ce soit sur la durée de vie du projet. Donc si c'est un projet qui doit être mis en place en 3 mois, ça va être sur 3 mois. Si c'est 1 an, on va pouvoir les mettre en relation avec des structures locales sur 1 an. L'idée est vraiment que sur la durée de vie de leur projet. Exactement. C'est pas qu'ils aient juste un financement et qu'ensuite ils soient livrés à eux-mêmes. 18 mois l'accompagnement. Par les structures, du coup, pas par nous. Notre plateforme va les accompagner sur le projet pendant toute la durée de vie du projet et ensuite va les rediriger vers des structures, que ce soit des incubateurs, des hubs, des pouponnières, ainsi de suite, qui vont pouvoir, elles, prendre le relais. Et c'est aussi un accompagnement juridique? Ça dépend. Si elles ont besoin juridique, on a eu plusieurs cas avec des projets culturels, par exemple, qui avaient besoin d'un accompagnement par des cabinets d'avocats, et on a eu le cabinet Labenès Avocat qui a donné 20 heures de son temps gratuitement pour ce projet et les a accompagnés. Alpha, je crois que ta vie ne se limite pas à Jama Founding, il y a aussi i4Policy. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec grand plaisir. i4Policy est une initiative qui date d'il y a 3 ans à peu près, qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda exactement, où plusieurs hubs d'innovation en Afrique se sont réunis et se sont dit pourquoi pas essayer de mettre en place une politique économique au niveau du continent, ou au moins présenter nos vœux pour ce continent et ce qu'on aimerait se voir réaliser ces prochaines années. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais pour le continent africain? C'est quand même difficile de parler du continent dans son homogénéité. Exactement. Chaque pays a sa particularité. Tout à fait. Et c'est ce qu'on prend en compte avec, par exemple, lors de l'événement, on a réuni des hubs venant de 36 pays d'Afrique. D'accord. Chacun nous donnant le contexte dans lequel il évolue, les difficultés qu'il rencontre, que ce soit sur la protection de données, que ce soit sur l'accès au marché public, que ce soit sur l'ouverture ou l'accès à la création de l'entreprise. Et à ces différentes étapes,
on a à chaque fois proposé des textes de loi en disant que, par exemple, pour des entreprises, exactement, l'idée était d'avoir in fine un impact sur les lois de chacun des pays dans lesquels les hubs étaient présents. Et à l'heure actuelle, on travaille sur 9 pays différents. On a réussi, par exemple, au Sénégal, au mois de décembre, à présenter un projet de loi à Macky Sall qui va être validé. Président exactement, qui vient d'être élu. Et l'idée est de créer une atmosphère, en tout cas, que ce soit transparence gouvernementale, transparence juridique, économique, propice au développement de PME, pas que digital, mais également start-up, PME, mais n'importe quel type de structure. Mais comme tu parlais de la nouvelle réglementation entre en vigueur en mai, je crois. RGPD. Oui. RGPD aussi. Voilà. 26 mai, non 2018 2018, exactement. Tu dis des bêtises? Non, pour l'instant, c'est correct. Et c'est vrai que tu parlais aussi du Rwanda, qui est une Startup Nation. Hein. C'est un peu l'exemple sur le plan, en tout cas. Ah oui. Ouais. Oui. On va dire que leur processus décisionnel est un peu plus rapide que d'autres pays du fait de Kagame et le fait aussi que lorsqu'il décide d'une chose, il y a peu de contestation. Donc ça facilite aussi. Et sachant qu'il a une excellente vision pour les principaux enjeux de son pays, c'est une des chances que le pays a, c'est de ne pas avoir le lourd poids institutionnel et en plus d'avoir un visionnaire à sa tête. Qu'est-ce que tu penses de l'open data pour cette mouvance pour l'Afrique ou en général? Oui, pour l'Afrique, parce que je pense que pour la France en tout cas. Oui, j'allais dire que... On est déjà bien avancé. On est déjà bien avancé, même si, j'allais dire, dans tous les pays, il y a encore pas mal de points sur lesquels il faut revenir, mais en Afrique, on en est encore à des étapes antérieures à l'open data ou à l'accès à l'open data, puisque il faut le rappeler, jusqu'à présent, dans des grands pays, comme je reprends à chaque fois le Sénégal, vu que c'est le pays que je connais le mieux, jusqu'à présent, il y a de forts problèmes d'accès à Internet, d'accès à l'électricité, ainsi de suite. Donc, on essaie vraiment déjà de permettre à chacune des structures d'avoir accès à Internet ou d'avoir accès à même des sites. Parce que si un pays a une 3G défaillante, c'est difficile de lui demander de faire un saut numérique pour aller à la 5G comme Madagascar. Ah, on va pas faire de saut à la 5G, on va déjà essayer de voir si le tissu économique a cette capacité-là et s'il ne l'a pas, qu'est-ce qui manque au niveau du gouvernement, quels sont les principaux opérateurs avec lesquels il travaille, est-ce qu'au niveau de la tarification, il y a des facilités qu'on peut mettre en place. On rappelle quand même qu'on a à peu près 163 opérateurs de télécommunications sur le continent. Sur l'intégralité du continent, et c'est pour ça qu'on essaie de travailler pays par pays. On est des grands consommateurs en data. Et d'ici les prochaines années, on va clairement être les numéros 1. Donc, j'ai envie de dire, sans data, bah, c'est la cata. Mais c'est un peu un résumé de... Ah oui. Sans data, c'est catastrophique. Non, et surtout la protection. Sont contrôlés par les données. Oui, totalement. Et on est le continent qui est le moins protégé au niveau de la donnée. C'est vraiment un des fers de lance des différentes lois. Et bien justement, ça me donne envie de rebondir parce que c'est lié de toutes les façons. On revient sur le printemps arabe qui est parti, il me semble, de Facebook. Oui, Twitter, Facebook, la plupart des réseaux sociaux. En ce moment, on n'a pas eu vraiment le même type de renversement de pouvoir, mais enfin, on a quand même un président en Algérie, Bouteflika, qui vient de démissionner. Bon, on peut dire ça comme ça. Oui. Il était poussé à démissionner. Bon, Et puis on a au Soudan, aussi, après des pratiquement mouvements... 30 ans de pouvoir, un président qui a été destitué. Qui a été destitué, et encore une fois, un mouvement de la population. Qui souhaite reprendre un peu le leadership qui lui a été arraché pendant toutes ces années. Oui. Est-ce que Internet a un rôle à jouer là-dedans ? Fondamental, puisque les gens, grâce à Internet maintenant, ont les informations et savent que dans d'autres pays, il y a des situations meilleures, il y a d'autres possibilités, et c'est ce qui les pousse du coup à s'affranchir du carcan politique ancien ou autre. I4 Policy traite tous ces sujets-là ? Dans leur intégralité. Et il y a un dernier volet qu'Alpha nous cache, mais enfin bon, c'est Equitizy. Oui, il me semble exactement. qu'il y a une dernière, je ne sais pas comment ils sont de 24 heures comme les autres, mais bon. Oui. Alors, sur cette partie-là, on a mis en place encore une fois une plateforme, mais cette fois-ci avec un algorithme. Et l'idée était de travailler directement avec des fonds d'investissement qui ont des capacités d'investissement entre 500 000 euros et 200 millions d'euros pour les plus gros. Et l'idée est d'avoir d'un côté leur stratégie d'investissement qu'on intègre à l'algorithme et
et de l'autre côté, les plans d'affaires qui ont des besoins de financement, qui ont besoin de lever des fonds, ainsi de suite. Et donc vous travaillez avec l'intelligence artificielle ? Pas encore intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'algorithme, c'est juste un enchaînement d'actions qui sont programmées. Lorsqu'il y a situation A, il y a un enchaînement d'actions A à faire et ainsi de suite. Et l'idée est juste de faciliter et d'accélérer le processus de levée de fonds pour les entreprises en général. Et on en est à peu près 60 millions d'euros. Pour quelqu'un qui n'y connaîtrait et qui ne comprendrait rien vos algorithmes et vos équipes clés, est-ce que tu peux un peu fluidifier, Tout à vulgariser Je vais faire au plus simple. Un entrepreneur qui a besoin d'argent, ouais, pour recruter, pour se développer, pour de la communication, ainsi de suite, va aller sur notre plateforme. La plateforme Equitizy va expliquer quels sont ses besoins, quel est le montant dont il a besoin. Et ce que va faire notre machine, c'est qu'elle va regarder quel fonds d'investissement serait intéressé par ce projet-là. Serait intéressé par rapport au secteur dans lequel il évolue, à la zone géographique, ainsi de suite. Toutes ces informations sont compilées et en quelques secondes, il arrive à faire le lien. Donc clairement, c'est un gain de temps pour une start-up qui opère dans le domaine de l'agribusiness. Bon, bah, l'algorithme va détecter les financements possibles via tel fonds d'investissement, public ou privé. Privé essentiellement, oui. D'accord. Et donc vous détectez parmi combien de fonds ? À l'heure actuelle, on travaille avec 700 fonds d'investissement qui sont répartis en Afrique ou dans le monde Europe et Afrique, pour l'instant, essentiellement. Et même Asie. Et j'ai envie de dire, comment on connaît la viabilité du fonds ? Tout simplement parce que le fonds nous communique toutes ces informations. En amont. En amont, on passe, avant de les valider dans notre plateforme, on passe au moins 1 heure où on les rencontre en direct, on leur demande toutes les informations chiffrées possibles. Si il n'y a pas du blanchiment d'argent, par exemple, vous êtes frappé, hein ? Non, pour la partie blanchiment d'argent, heureusement que tout est répertorié et il y a des agences qui... Et vous mettez cette base de données à jour régulièrement ? Les fonds nous communiquent à chaque fois leurs informations les plus à jour puisque eux veulent pouvoir investir. Pour faire le plus simple possible, c'est des gens qui ont énormément d'argent, qui sont payés pour l'investir et du coup s'ils ne l'investissent pas ou s'ils perdent cet argent, ils sont virés. Donc ils ont tout intérêt à avoir les informations les plus exhaustives et complètes possibles. Donc finalement c'est les informations qui nous manquent, Véronique, parce qu'il y a beaucoup de projets où les entrepreneurs ont les idées, mais cherchent des fonds, sont bloqués et puis finalement il y a les solutions. Donc on a envie de dire appeler Alpha en fait. Hein. Moi je recherche les projets. Equitizy, Alpha en politique c'est différent. C'est différent, Je suis obligée de parler des gilets jaunes. Non pas parce que les gilets jaunes, ça sert dans le 18e, le 19e, ça va faire le 19e samedi, où l'économie des Français est plus mal. Un mot là-dessus ? Je pense que c'est un mouvement de contestation qui n'a pas eu de réponse appropriée depuis déjà plusieurs semaines et le peu de réponses qui ont été apportées ne sont pas suffisantes. En fait, le mouvement prend tellement d'ampleur à l'heure actuelle, même à l'étranger. J'étais récemment au Niger ou même quand j'étais dans d'autres parties d'Europe, en Belgique ou en Finlande, les gens me parlaient des gilets jaunes et me disaient mais qu'est-ce que le gouvernement fait ? Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'on se rend compte que la population, on est arrivé à un point où elle est prête à perdre de l'argent pour manifester et essayer d'avoir accès à une nouvelle liberté, ne serait-ce qu'économique, ou qu'on les prenne en compte en fait, tout simplement, puisque le gouvernement, en tout cas de ce qui ressort de leurs revendications, c'est qu'il ne les prend pas en compte ou qu'il ne les considère pas et que c'est une variable négligeable, on va dire. Alors que non, en tout cas moi j'ai été sidéré d'apprendre que des gens vivent avec 500 € par mois en France et travaillent plus de 60 heures pour les gagner. Au Sénégal, des gens gagnent plus. Et on n'est pas du tout sur les mêmes échelles économiques. Donc c'est vrai que j'espère que cette prise de conscience aboutira à des résultats satisfaisants pour eux en tout cas. Et en véritable financier, est-ce que tu aurais une solution à proposer à notre cher gouvernement ? Une solution qui pour l'instant est en test et a été fonctionné dans d'autres pays, c'est le fait qu'il y ait un revenu universel. Que des gens qui minimum de solidarité, le SMIC universel.
européen. Oui, il a été remasterisé ou plusieurs appellations, mais oui, l'idée est qu'il y ait un minimum de revenus qui soit accordé à des gens qui n'en ont aucun, en fait. Qu'ils aient la possibilité de pouvoir étudier tranquillement, qu'ils aient la possibilité de ne pas avoir... Mais est-ce que la France a les moyens de faire tout cela ? Ouf, la France a d'énormes moyens, ne serait-ce que ce qu'on investit dans le budget militaire pourrait couvrir des sommes assez considérables. Ce sera le mot de la fin positif. Alors, on ne peut pas clôturer l'émission sans... Eh ben, c'est pas cette fois-ci de l'acrylique, j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle. Non, aujourd'hui je suis en aquarelle. Ah, alors, l'aquarelle RL ne supporte pas les regrets. Ah bon? Ah bah, oui, c'est une expression que peu de personnes emploient, mais une bavure sur de l'aquarelle, ça se rattrape pas, non? Si. Après, j'ai quelques regrets, je pense, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais nous, on a 26 minutes d'émission, donc oui, en 20 ça. minutes, qu'est-ce que tu... Bon, j'ai quelques regrets, j'ai pas encore fait assez là-bas. On a le droit de voir, hein. On a le droit d'admirer ton jeu. Ah non, mais c'est quand même pas mal, attends. Ouais, franchement, mieux qu'en vrai. Hein, c'est pas mal. Bon, Tu te reconnais fini, hein. Oui. Mais c'est pas fini, de toute façon. Non, c'est oui. pas fini, c'est un peu rapide là. Mais l'aquarelle, alors comment tu travailles ton œuvre? Alors moi je travaille l'aquarelle en technique humide, hein. J'aime bien humidifier mon support quand je démarre, c'est ce qui fait les effets assez flous. D'accord. Comme ça, puis après au niveau du dessin, c'est très rapide, comme ça, saisi sur le vif avec le pinceau. Tu mets combien de temps à finir normalement oui. Une aquarelle travaillée, normalement je prends une journée. Hein. Ah oui, vraiment. Quand je cherche un ressemblant. Parce que madame a fait les beaux-arts. Hein. Mais là, sur le vif, 20 minutes. Hein, oui, c'est plus que rapide. C'est plus que rapide, mais c'est déjà saisissant. Eh bien, je crois que c'est le moment de clôturer l'émission. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris et qu'en attendant, retrouvez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.